C'est bon? Oui. Eh bien, écoutez, on va reprendre notre plénière. Avec cette table ronde qui, je n'en doute pas, va susciter un certain nombre de questions, d'échanges. Et bien, justement, pour qu'on ait le maximum de temps, on part sur 1 heure. Hein. On s'arrêtera à 13h, à 12h50. Avec Pierrick, on va modérer cette session et puis on va commencer déjà à vous présenter donc les participants à cette table ronde que je remercie d'avoir accepté d'être là et de partager leur expérience. Donc il y a Maïsée Ducret, néphrologue au Change, au centre hospitalier Annecy-Genevois, je l'ai bien dit, hein, accompagnée d'Emeline Blondel, pharmacienne hospitalière au Change également. Et puis, nous avons également monsieur Damien Bruel, pharmacien à la DGOS, au bureau PF2, qui nous précisera peut-être ce que c'est que le bureau PF2 et ses missions, tout à l'heure quand vous prendrez la parole. Et puis on continue donc avec un docteur Romain Lecointe qui est pharmacien aussi dans la région, puis qui interviendra aujourd'hui en tant que représentant de l'ordre des pharmaciens. Et le professeur Christelle Mouchou, donc professeur de pharmacie clinique à Lyon et aux HCL, qui préside le conseil scientifique de la Société française de pharmacie clinique et qui, sans transition, va ouvrir la présentation pour poser le contexte de la discussion autour de cette nouvelle pratique pharmaceutique. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai la lourde charge de vous présenter en 10 minutes chrono, c'est mon préambule, le renouvellement et l'adaptation des prescriptions par le pharmacien. Donc 10 minutes chrono, ça va peut-être vous faire peur quand vous allez voir la charge des diapos. Pour autant, les diapos vous seront donnés, ce qui vous permettra de reprendre à tête reposée tous les éléments. Et moi, je vais en sortir la substance moelle par rapport au débat de cette fin de matinée. Donc, quand on parle de renouvellement et d'adaptation des prescriptions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'après donc Adam en 2018, ça concerne donc les services d'adaptation des prescriptions avec la capacité par le pharmacien à adapter de façon autonome une ordonnance existante, avec deux notions, le renouvellement et les changements dans cet article. J'ai mis autonome en rouge. Pourquoi? Parce que autonome n'exclut en rien une démarche collaborative médecin-pharmacien dans cette stratégie de renouvellement et d'adaptation des prescriptions. Ça, c'est un point important, d'autant plus que, par essence, la pharmacie clinique est une discipline collaborative avec donc les principaux interlocuteurs, les médecins, mais également les soignants et le patient dans l'ensemble des activités qu'on peut réaliser dans ce périmètre. Et donc, plus globalement, le renouvellement et l'adaptation des prescriptions fait référence à la révision des prescriptions médicales déjà en place par un pharmacien. Donc le renouvellement, ça va être quoi? Ça va être renouveler une ordonnance existante pour prolonger un traitement. Et la notion d'adaptation de la prescription, on va être plutôt sur une modification de la prescription originale pour l'adapter à l'évolution de la situation au sens large du terme. Ça exclut par nature la primo-prescription. Dans cet arrêté du 21 février 2023, cette activité de renouvellement et d'adaptation des prescriptions s'inscrit dans la continuité des actions de pharmacie clinique décrites au Code de la santé publique et on y reviendra parce que c'est un point clé. Et elles devront être réalisées, ces missions, et aussi cette démarche de renouvellement et d'adaptation des prescriptions en lien et en conformité avec les bonnes pratiques de pharmacie clinique qui ont été proposées et publiées par la Société française de pharmacie clinique. Ça s'inscrit dans un protocole et donc, grâce à cette démarche, le pharmacien pourra directement ou
après concertation avec le prescripteur, renouveler ou adapter la prescription avec 2 niveaux d'intervention. Le renouvellement et l'adaptation de la prescription de manière directe, donc on parlera de RATD, un nouvel acronyme dans notre jargon, et le renouvellement et l'adaptation thérapeutique concertée, RATC. Et donc, la différence entre RATC et RATD donc, est une intervention directe ou non par le pharmacien liée directement à la typologie du problème lié à la thérapeutique qui a été identifié et aussi lié au type d'intervention pharmaceutique. Le protocole, je vais vous le balayer très rapidement, hein, il est dans le texte réglementaire. Quelques points clés, ce protocole, il doit être co-construit, pharmacien, équipe médicale. Il sera forcément validé par la gouvernance de l'établissement et transmis à l'ARS. Et ce protocole va reprendre un certain nombre d'éléments clés que je voulais mettre en avant. Bien évidemment, vous allez présenter le contexte, la typologie des patients, les critères d'inclusion et d'exclusion des patients qui participent à cette démarche et qui s'inscrivent dans ce protocole. Il y aura une description synthétique. Et là où je voulais... Voilà. Ce que je voulais bien mettre en avant, c'est que vous devrez préciser dans ce protocole la modalité d'information du patient, comme quoi il peut rentrer dans cette démarche. Et ça, c'est un point important qui doit s'ancrer dans nos pratiques et dans ce protocole. Vous aurez une description précise des interventions pharmaceutiques et des problèmes liés à la thérapeutique qui feront l'objet d'une adaptation ou d'un renouvellement. Je vous présenterai brièvement après le tableau concerné. Vous décrirez aussi un point important, c'est la formation théorique et pratique devant être validée par le pharmacien pour la mise en œuvre du protocole. Donc en gros, quelles sont les compétences nécessaires pour le pharmacien pour qu'il puisse rentrer dans cette démarche de collaboration et de réalisation de cette activité. Vous devrez préciser l'organisation, les principaux risques liés au protocole, et il y a des indicateurs de suivi qui doivent être mis en place, et il y en a 5 qui sont obligatoires. Donc vous les avez sur la diapositive, j'ai sélectionné ces 5-là, mais bien sûr vous pouvez proposer d'autres indicateurs d'évaluation dans le suivi de votre démarche. Concernant le protocole, donc il doit y avoir de façon très précise les interventions qui seront réalisées. Donc il faudra lister de façon exhaustive, en tout cas, décrire toutes les situations concernées, donc par rapport à différents items, j'en ai pris que quelques-uns. Donc le problème lié à la thérapeutique qui aura été identifié, l'action et l'optimisation proposée, la codification de l'intervention pharmaceutique et bien sûr les références et les sources de cette démarche d'optimisation. Si on reprend cet arrêté, quelles pathologies sont concernées en fait? À quels patients on peut proposer cela? Eh bien, en fait, ça va être pour l'ensemble des pathologies pour les patients pris en charge dans l'établissement. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire chez tous les patients. Ça veut dire qu'on a la possibilité dans une démarche de protocole, telle que je vous l'ai présentée, d'identifier certains patients pris en charge dans l'établissement. Et donc, la cible, c'est-à-dire les patients, doivent être clairement définis dans chaque protocole local. Quels sont les prérequis? Et c'est là où c'est indispensable d'avoir les éléments bien en tête. Les patients doivent avoir au préalable bénéficié d'une activité de pharmacie clinique. Et cette activité de pharmacie clinique, c'est celles qui sont définies dans le Code de la santé publique. Je les ai repris volontairement. Donc l'expertise pharmaceutique clinique, le bilan de médication,
la réalisation d'un plan pharmaceutique personnalisé en collaboration avec l'ensemble de l'équipe de soins et le patient et son entourage si nécessaire. Le patient pourra bénéficier d'un entretien pharmaceutique ou autre action d'éducation thérapeutique pour ensuite rentrer dans cette mission d'adaptation et de renouvellement des prescriptions. Et aussi l'implication sur l'élaboration de la stratégie thérapeutique permettant d'assurer la pertinence et l'efficience des prescriptions. Donc ça, c'est un prérequis indispensable. Donc ça veut dire qu'il faut que le patient puisse bénéficier dans son parcours de soins de ces activités de pharmacie clinique pour ensuite rentrer dans cette démarche protocolaire. Donc, si on continue sur les prérequis, ces prérequis d'activité de pharmacie clinique doivent être réalisés en adéquation avec les bonnes pratiques de pharmacie clinique. Donc, je vous incite grandement à aller voir sur le site internet de SFPC. Elles sont en accès libre et ça reprend tous les éléments de recommandations, de démarches de pharmacie clinique dans leur périmètre et dans les différentes étapes. Et elles ont été rédigées de manière à s'extrapoler à toutes les activités de pharmacie clinique. Petit point, mais ça vous le relirez à tête reposée, compte tenu du temps imparti. Il est important de différencier l'expertise pharmaceutique clinique et l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance qui s'intègre, elle, à la dispensation, alors que l'expertise pharmaceutique clinique dans le modèle de la société savante va s'intégrer au bilan de médication ou au plan pharmaceutique personnalisé. C'était juste pour soulever un peu le débat et soulever d'autres débats. Le renouvellement et l'adaptation des prescriptions et l'acte de dispensation, donc je viens de l'évoquer, l'acte de dispensation en tant que tel n'est pas inclus dans l'article R51-2610 du Code de la santé publique et donc il conviendra de ne pas confondre l'analyse pharmaceutique inclue dans l'acte de dispensation et l'expertise pharmaceutique clinique. C'est pour redire la même chose de façon plus détaillée, vous permettant ainsi de reprendre à tête reposée. En synthèse, donc cette mission de renouvellement et d'adaptation des prescriptions s'inscrit clairement dans un parcours de pharmacie clinique pour nos patients. D'accord ? Puisque en préambule de réalisation de cette mission, ils vont devoir bénéficier d'un acte de pharmacie clinique. Elle est bien évidemment collaborative, puisque le protocole doit être co-construit et que les médecins, dans ce protocole, nous donnent la possibilité de réaliser ce renouvellement et cette adaptation des prescriptions. Ça nécessite l'information... Pardon, je reviens en arrière, je peux ? Oui. L'information du patient. Et donc, le protocole, c'est la pierre angulaire qui doit être co-construit, validé avec des indicateurs d'évaluation, les 5 obligatoires, mais au-delà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que j'ai respecté le timing. Merci Christelle. Effectivement, tu as respecté parfaitement le timing. Il nous semblait intéressant de savoir quel était votre niveau de compétence. Non, parce que vous êtes très compétente, pardon. De connaissance justement de ce nouveau dispositif et pour cela eh bien on vous propose, alors c'est pas affiché à l'écran ou pas encore, un petit sondage avec un outil que vous connaissez certainement, un WooClap. Et pour réaliser ce petit sondage, vous avez un téléphone portable, vous n'avez pas de réseau. Ah zut, c'est pas vrai. Il faut changer d'opérateur. Voilà. Donc, flashez le QR code et puis on va vous poser... Alors, ça va être 3 petites questions. C'est juste pour poser la question et lancer la table ronde. Alors, le WooClap n'est pas lancé, me dit-on. Ah. Ça arrive. Ça arrive. Pardon ? Le Wi-Fi de la salle, oui, on va te le donner, le Wi-Fi de la salle. On aurait dû vous le... Ah. Alors, le Wi-Fi s'appelle Alpha 3A EOL.
Et le mot de passe, attention très compliqué, Lyon avec un L majuscule, comme la ville, 69 000, 69 000. tout simplement. Très bien. Pose pas, parce qu'il faut avoir de bons yeux. Je vais vous faire un petit pas de danse en attendant. Non, en attendant, du coup, on a déjà une petite question sur le chat. Ah bah voilà. Eh ben écoute. On va meubler. on va- Et la petite question, c'est est-ce que les protocoles locaux sont possibles aussi dans le milieu médico-social? Et sinon, est-ce que vous avez une notion que cela est prévu un jour, quand? Qui veut se lancer dans cette... Lyon avec répondre. majuscule. Ah, Romain, donc Romain Toujours Lecointre. pas de question. Donc effectivement, c'est une de nos interrogations à l'ordre. Aujourd'hui, ces nouveaux protocoles ne s'appliquent pas aux établissements médico-sociaux, donc c'est uniquement les établissements de santé, MCO. Très bien. 74, 75, 76. Merci Romain. Je ne sais pas à partir de quand on... Je pense qu'on est pas mal, 77. Pas mal. Alors, nos On va- collègues qui sont en visio peuvent, je pense, 78. également participer à ce petit sondage. Non, ça se lance, on va le lancer une fois que tout le monde est On connecté. va le en fait. lancer. Vous Tout allez le le monde, voir. La majeure partie. Je pense qu'en fait, ça va être lancé en régie. Donc, pour votre information, eh bien, on 81, est... ça me paraît pas mal, vas-y. On a 35 personnes en visio. Une trentaine de personnes. Voilà. Alors la première question, c'est naturellement une question, il faut faire abstraction de la présentation de Christelle, mais quel est votre niveau de connaissance de ce dispositif? Êtes-vous un expert? Est-ce que vous êtes moyennement informé? Aucun? Ou alors là, vous découvrez? Bah, écoutez, on commence à effectivement 65, 68. Ok, donc ça justifie bien, je pense, l'intérêt de cette table ronde. On est tous, bon, on en a entendu parler, mais on a besoin d'avoir un certain nombre de précisions. Ben, c'est ce qu'on va essayer de vous apporter. Question suivante, s'il vous plaît. Avez-vous réalisé ou êtes-vous en cours de réalisation d'un protocole, justement, dans le cadre de cette nouvelle mission? On s'y attendait un peu, je vous avoue. Alors, on en a quand même 7 qui sont en projet. Alors, je suppose que c'est du projet parce que on a regardé un peu sur déclaration simplifiée. Actuellement, à ce jour, dans la région, il n'y a aucun protocole qui est remonté au niveau des tutelles, hein. Mais ça, tout à l'heure, Damien Bruel nous le confirmera. Donc, on en a 7 qui sont en projet. On compte sur vous pour peut-être nous faire partager votre expérience. Diapositive, question suivante, la dernière. Et ben voilà, alors pour les 7, ok. Si oui, sur quelle thématique porte votre projet? Donc, ça ne concerne que les 7. Alors non, ça je comprends pas bien le nom. Psychiatrie clozapine, je vois qui c'est. Vieillissement. Gériatrie. Très bien. Ben, je pense qu'on a effectivement les 3 thématiques. Ce que j'aurais aimé savoir si c'était un RA. Alors tu vas nous dire avec un D ou un C. Voilà. Est-ce que c'est concerté ou est-ce que c'est direct? Ça aurait été intéressant, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Eh bien, écoutez, merci pour ce petit sondage qui fixe bien effectivement le niveau de connaissance de ce dispositif. Et on va poser peut-être justement on va demander à Damien Bruel pour la DGS quel est le point de vue, quelle est la stratégie au niveau de la DGS concernant cette nouvelle mission? Comment vous pensez accompagner? Comment vous voyez son développement? Merci beaucoup déjà pour l'invitation à cette table ronde.
Donc juste pour préciser par rapport à ce que vous disiez en préambule, donc je suis au bureau PF2 de la DGOS, donc il y a des pharmaciens à la DGOS. Ce bureau traitant alors notamment d'accès aux produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, et étant aussi très sollicité sur les missions activités des PUI au sein donc du ministère et de la DGOS. À ce titre-là, le bureau donc, a participé à l'élaboration du texte, pas moi personnellement, mais donc j'aurais pas forcément tout l'historique en tout cas, voilà, du développement du texte, mais en tout cas a notamment participé à l'élaboration du protocole, du modèle de protocole, qui est donc je le signale, je ne sais pas si c'est connu, mais qui est disponible sur le site internet du ministère de la Santé. Donc si vous tapez comme mot-clé protocole de coopération, protocoles locaux, il y a 2 pages. Il y a une page sur les protocoles nationaux et il y a une page particulière sur les protocoles locaux avec les liens vers démarches simplifiées et vers notamment le modèle de protocole qui a été partiellement présenté tout à l'heure. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est effectivement très nouveau pour tout le monde, même pour nous, hein, puisque ça a été mis en ligne cet été, donc c'est vraiment très récent. Effectivement, j'ai demandé au service support qui s'occupe de la démarche en ligne. Il y a à ce jour un protocole au niveau national, hein, un seul. Donc c'est dire si on est sur un champ des possibles. Alors, donc de notre point de vue, c'est effectivement un dispositif qui permet de cadrer, on va dire ça vraiment d'un point de vue réglementaire et qui permet de cadrer cette organisation des soins, cette intervention du pharmacien, ce rôle du pharmacien dans la vie de la prescription. C'est un rôle qui répond, donc je pense, en tout cas qui illustre le vaste champ d'intervention du pharmacien à l'hôpital, puisqu'on parle de l'hôpital, mais sur les prescriptions que l'on connaît maintenant. Donc on peut imaginer un volume d'intervention du pharmacien qui est assez conséquent et qui n'est pas forcément très visible. Donc ce dispositif permet de structurer cette activité, cette mission, et de la structurer dans un cadre qui est assez précis. On a vu le protocole, il est quand même très détaillé, il est assez exigeant en termes de définition et aussi de suivi du dispositif. C'est aussi, il faut le rappeler, une délégation d'actes. Hein. On est dans une situation de délégation d'un acte. Donc voilà, c'est très cadré et en même temps, c'est assez ouvert puisque, on l'a vu, il devait y avoir une liste de pathologies concernées qui devait être publiée. En fait, c'est pas une liste de pathologies, donc c'est plus large que ça. Ce sont effectivement, vous l'avez vu dans l'arrêté de février, une possibilité en termes de patients et de situations qui est très variée. Donc, c'est là où la mission des acteurs de l'offre de soins commence, c'est de définir quelle situation est propice à un protocole. Il faut qu'elle soit définie très précisément, on a vu. Voilà, donc dans le suivi, alors c'est un protocole local, donc la responsabilité est celle de l'établissement. Il est déclaré, donc cet outil permet, l'outil démarche simplifiée est un outil, il n'y a qu'un outil central au niveau national.
qui permet de répercuter la demande au niveau des ARS, donc en région, puisque le protocole doit être déclaré à l'ARS. Il n'y a pas de supervision nationale. Ceci dit, il y a un accès, en tout cas, il y a un accès qui peut être fait aux données, donc intéressant. Et il y a aussi un comité national qui peut orienter vers un protocole national. On pourra, je pense, y revenir. On reviendra dessus, effectivement, sur l'exploitation de cette centralisation et de cette connaissance des protocoles. On reviendra aussi sur la notion de délégation. On verra si, effectivement, est-ce on perçoit tous ce dispositif comme étant effectivement une délégation. Je vais poser la question maintenant à Romain Lecointre. Justement, quel est le positionnement de l'Ordre par rapport à cette nouvelle mission ? Alors l'Ordre est forcément favorable à cette nouvelle mission. Juste parce qu'on est dans la matinée de placement de produits, il y a une webconférence qui a été faite en décembre 2022 par l'Ordre, que je vous invite à regarder pour avoir de multiples renseignements. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance aussi, à l'Ordre des pharmaciens, à la section H, d'avoir l'actuel président de la SFPC comme conseiller ordinal. Donc on a eu une certaine accompagnement, un accompagnement pour la mise en place de cette activité. Autre bonne nouvelle, l'Ordre va, en début d'année 2024, vous solliciter, vous pharmaciens hospitaliers, pour une enquête nationale avec un aspect quantitatif et qualitatif. Le but est de voir à un an où on en est. Est-ce que les pharmaciens hospitaliers se sont appropriés le dispositif, quelles sont les problématiques rencontrées. Au niveau de l'Ordre, on a aussi une autre question, et on en a parlé juste avant, c'est le médico-social. Aujourd'hui, l'institution représente l'ensemble des pharmaciens hospitaliers exerçants. Et on pense aussi que ces pharmaciens-là qui exercent en EHPAD, en SSR, ont une demande pour ce type d'activité. Donc on est conscient de ce problème-là. Alors comment ça peut évoluer après, je ne sais pas, au niveau réglementaire. Mais en tout cas, c'est un point qui est important de pouvoir faire évoluer dans l'avenir. Très bien. Écoutez, merci. Peut-être avant de lancer le débat, il serait intéressant de savoir ce que pense et comment on voit justement quelle est la vision des médecins. Alors, ça ne sera pas une vision globale large, mais on a la chance d'avoir justement au Change, vous avez fait une petite enquête que vous allez nous présenter avec Dr Ducret et Emeline Blondel. Si on peut lancer le diaporama. Alors bonjour, et je suis contente et je remercie vraiment Dr Maïsé Ducret de m'avoir accompagnée aujourd'hui, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins dans la salle, mais en tout cas on en a une, et je trouvais ça dommage de discuter d'un sujet qui touche la prescription sans médecin. Puis je remercie beaucoup l'Omedit, parce que ça fait 6 mois que je pose des questions concernant cet arrêté où on attendait des réponses. Et pourquoi on discute de ça ? C'est pas parce qu'à Annecy on a mis en place ce protocole, bien évidemment, mais c'est parce que dans l'équipe de pharmacie clinique, on avait des assistantes qui étaient prêtes à faire quelque chose, mais je voulais quand même avoir un peu plus de connaissances. Et merci Christelle d'avoir éclairé certaines de nos questions. Alors peut-être que les questions de l'enquête ne sont pas forcément totalement adaptées avec la définition, mais comment on a fait l'enquête ? En fait, vous allez voir, c'est pas forcément représentatif de l'ensemble des prescripteurs du change, mais on est allé voir quelques médecins, des médecins de médecine et des chirurgiens qui pratiquent en chirurgie. Après leur avoir expliqué l'arrêté comme on pouvait leur expliquer avec quelques notions, on leur a posé quelques questions. Alors d'abord, concernant la médecine, tu fais passer, ouais, super. Première question, vous verrez, il n'y a que 3 questions par type, mais dans le cas d'un protocole bien défini, est-ce que les médecins accepteraient l'application de cet arrêté ? Donc dans 90% oui, 10% non, et ceux qui n'étaient pas forcément pour évoquaient le fait de préférer vraiment une décision concertée, préférer discuter avec le pharmacien et que ce soit eux-mêmes qui modifient la prescription. Alors c'est peut-être ce que tu as expliqué tout à l'heure, Christelle, les deux subtilités de prescription.
La deuxième question, en gros, s'ils acceptaient l'application de cet arrêté, selon eux, quel était le profil des patients qui pourraient être concernés? Donc, les réponses concernaient essentiellement les patients insuffisants rénaux, âgés, greffés, les patients pour l'aide au sevrage tabagique, et puis pas forcément un profil bien défini. Est-ce que ça pourrait concerner une prise en charge médicamenteuse spécifique? Les réponses ont été oui, si justement le pharmacien a été très impliqué pour un type de prise en charge médicamenteuse, par exemple impliqué dans le cadre d'une éducation thérapeutique. À quelle étape de la prise en charge médicamenteuse les médecins voyaient un intérêt pour qu'il y ait cette adaptation de prescription? Donc soit à l'entrée directement suite à la conciliation, donc ils pouvaient choisir plusieurs étapes, c'est pour ça qu'il y a des pourcentages un peu élevés. Durant l'hospitalisation, suite à l'analyse pharmaceutique, et beaucoup ont répondu à la sortie du patient pour sécuriser l'ordonnance de sortie. Est-ce que c'est parce qu'à Annecy, on a fait un gros travail sur l'ordonnance de sortie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir ce retour-là. Et suite à l'instauration d'un traitement spécifique. On a évoqué aussi la communication, comment tracer la modification de prescription. Donc à 40%, il souhaitait que ça soit fait sur le logiciel d'aide à la prescription, 40% sur le dossier patient informatisé ou bien par mail. Et on leur posait la question parce que donc Pierrick nous avait sollicité pour éventuellement participer, tu en parleras peut-être tout à l'heure Pierrick, à un protocole de recherche sur cette activité. Et nous, en accord avec Maïzy Ducreux, on avait proposé l'adaptation chez l'insuffisant rénal. Donc pour cette thématique-là, précisément, les interroger, est-ce que ça leur semblait pertinent? Donc oui, dans 100% pertinent. Et on a fait une petite synthèse très rapide des questions qui se posaient pour les médecins. Ce qui ressortait vraiment, c'est que l'impératif, c'est qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance. En gros, les médecins nous disaient, si je connais le pharmacien et que c'est un pharmacien qui vient dans mon service, que j'ai l'habitude de voir, je suis d'accord qu'il modifie. Par contre, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, non. L'intérêt de vraiment protocoliser par service. Quelques points de vigilance, c'est le quid de la pérennisation, c'est-à-dire qu'on est là, tant mieux, mais si on n'est pas là, si on s'engage à modifier quelque chose et qu'on n'est pas là, qui va le faire? Et quel est le niveau de responsabilité? Et puis, comme tu le disais, Christelle, tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit fait à distance, mais ça nécessite vraiment une intégration du pharmacien dans le service. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de la chirurgie, mais juste par rapport à ça, je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Christelle, parce que cet arrêté, il est intéressant, mais déjà, c'est pas forcément évident dans des centres hospitaliers comme les nôtres de sécuriser l'expertise pharmaceutique avec nos ressources humaines. Donc des fois, déjà, on sécurise la dispensation, qui est quand même quelque chose qui est primordial. Donc voilà, c'était un petit peu ce point de vigilance. Ensuite, on a interrogé des médecins de chirurgie, donc des chirurgiens. Alors eux, ils sont intéressés, en tout cas ceux qu'on a vus, ils étaient intéressés pour qu'on modifie les choses. Le profil des patients, ce qui ressortait, c'était vraiment les insuffisants rénaux. En gros, ils nous disaient, de toute façon, nous... on ne sait pas trop comment adapter. À quelle étape de la prise en charge médicamenteuse, donc durant l'hospitalisation, à la sortie, parce que si on pouvait les aider à sécuriser l'ordonnance de sortie, ça les intéresse. La communication, encore une fois, c'est le logiciel de la prescription et puis le DPI. Si on leur proposait forcément quelque chose sur l'adaptation chez l'insuffisant rénal, ça les intéressait. Alors quand même, on a eu quelques discussions. Tout de suite, ils nous ont dit, mais c'est chouette, vous allez pouvoir substituer quand c'est pas au livret. Donc là, clairement, on a dit qu'on n'était pas là pour remplacer quelque part une insuffisance médicale. C'est pas à nous de remplacer les médicaments au livret thérapeutique. La suppression des doublons, je ne sais pas dans les établissements, mais nous en chirurgie, il y a beaucoup de patients qui ont des doublons d'anticoagulants. Je n'aurais peut-être pas le dire devant la DGOS, mais parce que voilà, l'anesthésiste prescrit, le chirurgien prescrit, etc. Ou doublons de prescription. En tout cas, on a bien dit qu'on n'était pas là pour pallier à une insuffisance
du corps médical. Et puis, par contre, ça, c'est plutôt une question qu'on se posait dans l'équipe de pharmacie. Vous savez qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques, et je crois qu'il y a un article qui est sorti très intéressant sur les erreurs techniques liées à la prescription informatisée, qui génèrent potentiellement des erreurs médicamenteuses, même sur les Never Events. Je pense qu'on en connaît tous. Et là, est-ce que l'adaptation, enfin cet arrêté pourrait sécuriser les choses? Donc, ce sont des points à rediscuter. Et puis, Maïsé, je te laisse évoquer ton retour. J'ai un micro, c'est bon. Bonjour. Je me sens un peu isolée comme médecin seule parmi tous les pharmaciens. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est après, mais effectivement, en tant que médecin, toujours voir arriver un pharmacien dans le service. Enfin, je ne sais pas si vous travaillez avec des médecins, a priori. C'est quand même un individu un peu particulier à manier au quotidien. Le médecin ou le pharmacien ? Le médecin. Donc, on a toujours à apprendre de nos collaborateurs pharmaciens, mais effectivement, le médecin est un individu un peu particulier au travail, à manier, avec des pincettes. Et déléguer des tâches, pour le médecin, c'est pas évident non plus, puisqu'on a une responsabilité sur notre prescription, sur le patient. Donc, déléguer, c'est pas simple de déléguer du fait de cette responsabilité, puisque derrière, c'est nous qui devons répondre en cas de problème, que ce soit aux familles, en cas de procès, à la direction, enfin à qui vous voulez. Voilà. Donc déléguer, c'est pas simple. Et puis aussi, on a maintenant pas mal de nouveaux intervenants dans les services. On a les internes à qui il faut déléguer, il faut apprendre, il faut encadrer, il faut former. On voit arriver les docteurs juniors maintenant, depuis l'année dernière. Donc encore une nouveauté. On a toujours les assistants. Donc, ils ont chacun leur place. On doit les former, on doit déléguer des tâches également à eux. Et puis, on a les infirmières de pratique avancée, à qui on délègue aussi de la prescription, du renouvellement. C'est exactement un petit peu le cadre, en fait, renouvellement de prescription et adaptation de la prescription en consultation de nos patients. En tout cas, nous, on en a dans notre service depuis septembre. Donc, c'est une infirmière qui a fait 2 ans d'études supplémentaires, ce qui n'est pas énorme, 2 ans d'études pour quelqu'un qui ne connaît pas la pharmacie, la clinique. Et donc, on délègue déjà à des infirmières de pratique avancée le renouvellement des médicaments et l'adaptation thérapeutique. Donc, ce qui veut dire que si on délègue à une infirmière après 2 ans de formation, on peut tout à fait déléguer à un pharmacien, clinicien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, je pense que si vous avez des obstacles et vous souhaitez le faire, ça, vous pouvez en tout cas l'avoir comme argument. Mais du coup, on se retrouve avec beaucoup de gens maintenant à qui on doit déléguer. Mais qu'est-ce qu'on délègue? À qui? Comment on fait? Là, du coup, moi, je suis un peu perdue, en fait. Et puis, faut un peu surveiller de partout. Et effectivement, il faut que les choses soient co-construites pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera jamais avec un médecin sur le terrain. Si vous ne co-construisez pas, ça ne peut pas marcher. Ensuite, je pense qu'il faut également faire des choses qui soient intéressantes, parce qu'effectivement, on peut vous déléguer le renouvellement des AVK, des immunosuppresseurs. Ça n'a quand même aucun intérêt. C'est pas très intéressant. C'est rébarbatif pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut que le projet soit intéressant des 2 parties. Et effectivement, quand nous, on va se retrouver, si la personne n'est plus là, à reprendre les choses en main. Donc, il faut être vigilant sur ces points-là. Après, je pense qu'effectivement, une fois que les choses sont mises en place et rodées, à partir du moment où le protocole est écrit, s'il y a une nouvelle personne qui vient et qui connaît le protocole, il n'y a pas de souci. Mais au départ, je pense qu'il faut vraiment que le médecin ait son pharmacien avec qui il ait l'habitude. Et après, une fois que c'est rodé, je pense qu'une nouvelle personne qui connaît, il n'y a plus de problème. Voilà un petit peu pour le point de vue du médecin. Donc voilà, moi j'ai affaire déjà à une infirmière de pratique avancée, à des docteurs juniors, à des assistants, donc et à de la pharmacie clinique avec Emeline. Donc on est déjà un petit peu dedans. Alors on n'a pas écrit de protocole, on y pense. C'est beaucoup l'insuffisance rénale parce qu'on travaille ensemble à Annecy. On a un gros centre de néphrologie et de dialyse. Donc c'est pour ça qu'on est souvent confronté à tous ces insuffisants rénaux, adaptation de posologie. Voilà, donc je suis disponible pour vos questions, mais voilà le point de vue du côté médical. Écoutez, merci. Je crois que c'est assez riche et il commence à y avoir d'ailleurs des petites questions. Je te propose peut-être avant de passer aux questions, parce qu'on a beaucoup entendu, déléguer, positionner, et je pense qu'il est peut-être important que Christelle Mouchou nous redonne quelques éléments d'éclairage sur est-ce que c'est de la coopération, de la collaboration, de la délégation, Christelle? Tout à fait, puisqu'il y a une question sur le chat qui est délégation médicale ou partenariat?
il me semblait qu'il s'agissait plus d'un partenariat. Les médecins peuvent-ils refuser l'application d'un arrêté? Alors, oula, il y a beaucoup de questions. Il y a 2 questions. Alors, par rapport au mot délégation, je pense qu'il faut être vigilant sur l'utilisation, on va dire, commune de déléguer quelque chose à quelqu'un, une mission, et la délégation, on va dire, réglementaire d'une mission. Voilà. Là, cette mission n'est pas pensée comme une démarche de délégation à proprement parler. C'est une démarche de collaboration, de partenariat à travers la structuration d'un protocole. On n'est pas sur une démarche de délégation type UNIPA. Là, la responsabilité du pharmacien va être engagée dans cette démarche de protocole. Et donc, on n'est vraiment pas sur le champ de la délégation, mais sur le champ du partenariat, de la collaboration, on y met ce qu'on veut, même si on peut utiliser le mot délégué parce qu'on nous confie une mission, mais ce n'est pas le terme approprié, on va dire, sur le plan plutôt textuel réglementaire. Après, c'était quoi la dernière qui... Est-ce que le médecin peut-il refuser? Ah bah oui, le médecin peut... Encore une fois, j'ai bien insisté, c'est un protocole co-construit. C'est pas une imposition du pharmacien, c'est un partenariat pour structurer un protocole d'adaptation et de renouvellement des prescriptions. Et donc, avec le médecin, on doit définir les situations cliniques, qu'elles soient en lien avec des pathologies, avec des statuts physiopathologiques, l'insuffisance rénale, des thérapeutiques ou même une molécule dans une classe thérapeutique. C'est complètement à la discrétion, en lien avec la réglementation bien sûr, mais de l'équipe médicale et pharmaceutique de savoir quel patient pourrait bénéficier de cette proposition de renouvellement et d'adaptation, avec le corollaire, j'insiste et je l'ai déjà dit, mais qu'il doit y avoir en amont une activité de pharmacie clinique structurée qui permet aux pharmacien aussi d'avoir une approche holistique et globale du patient, lui permettant d'être pertinent dans le protocole défini avec le médecin, sachant que ce soit le pharmacien ou le médecin, c'est nominatif, c'est-à-dire dans le protocole, tel médecin autorise, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais signe en tout cas ce protocole avec tel pharmacien. C'est important aussi. Il y a, juste, je rebondis parce que c'est toujours dans le chat. Excuse-moi, Pierrick. Après, je pense qu'effectivement, il y a au moins puisse faire participer la salle également. 7 personnes dans la salle ou qui auront certainement à partager leur expérience. C'était une question par rapport à la responsabilité. Toujours cette responsabilité. Est-ce qu'il y a une différence de responsabilité pour le pharmacien entre quelque chose qui est direct, un renouvellement, une adaptation directe ou un renouvellement, une adaptation concertée? Non, parce que ça, c'est décrit dans le protocole, en fait. Aussi, en fonction du problème lié à la thérapeutique et de l'intervention, soit elle sera directe parce qu'elle a été validée avec l'équipe médicale que ce problème thérapeutique va être géré directement par le pharmacien. Autre situation clinique, non, on considère que dans le protocole, il faut une action concertée, donc confirmation avec le médecin ou peut-être checker 1 ou 2 éléments pour être sûr que l'intervention et que donc le renouvellement ou l'adaptation concertée soit en adéquation avec la situation clinique du patient. Est-ce qu'il y aurait des compléments côté ordre des pharmaciens sur ce point? Parce que c'est vrai, quand on parle responsabilité et réglementaire, on a tendance à penser ordre aussi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque pharmacien est responsable de ses actes professionnels, d'une part, et que c'est la responsabilité au niveau d'un établissement repose également sur le pharmacien en charge de la gérance de l'établissement. Donc il y a vraiment 2 aspects. Le pharmacien gérant est responsable de la mise en place, etc. Et chaque pharmacien de l'équipe pharmaceutique est responsable à titre personnel, professionnel. Très bien. Christelle, excuse-moi, tu peux bien préciser la concertée, je ne vois pas trop comment, par rapport à une optimisation pharmaceutique, une intervention pharmaceutique que l'on pourrait faire, quelle est la différence en fait? Alors, en fait, je pense qu'on est dans une gradation. L'intervention pharmaceutique va être quelque chose qu'on va émettre dans notre démarche d'analyse pharmaceutique.
ou dans principalement, on va dire, dans l'analyse pharmaceutique, et qui est en lien avec un problème lié à la thérapeutique. Et là, on va être plutôt dans la proposition aux médecins, parce qu'on n'a pas de cadre protocolaire, on va dire, comme le renouvellement et l'adaptation de la prescription. Si on rentre dans ce cadre protocolaire de renouvellement et d'adaptation des prescriptions, soit on a défini avec le médecin des situations cliniques bien précises où on sait que d'office, on peut faire la modification thérapeutique, qui soit l'ajustement de posologie, qui soit un switch thérapeutique. Soit, c'est des situations où c'est pas si simple que ça, ou même si on a de l'info dans le dossier clinique, il y a le besoin clinique. Et encore une fois, le besoin de collaboration, et on devra avoir une démarche concertée, alors un staff ou autre modalité concertée. Ça, il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas de modalité définie, de modalité de concertation. Donc ça va dépendre des organisations et de l'écologie locale. Et là, par contre, avant que le pharmacien change, il faudra, fasse son renouvellement ou son adaptation, il faudra qu'il ait une confirmation pour réaliser ces éléments-là. Voilà, c'est la nuance. J'espère avoir répondu à ta question. Et c'est sans doute peut-être aussi des questions que ceux qui ont initié la démarche sont posées ou pas. Et donc après, nous vous ouvrons la parole à la salle. Je suis sûr qu'il y a des questions multiples. Valérie, tu me fais faire du sport, c'est bien. Bonjour, Valérie Dobromès, donc l'hôpital Saint-Laurent-du-Pont. Moi, j'aurais 2 questions. La première, elle porte en cas de RATD sur effectivement la modification directement dans le LAP. Du coup, on serait peut-être amené à signer l'ensemble d'une prescription, y compris des thérapeutiques qui ne sont pas dans le protocole local initialement prévu. Donc ça, c'est une première question, c'est comment passer ce frein-là. Et la deuxième question, c'est sur l'accord du patient, notamment en psychiatrie. Comment faire? Est-ce qu'il faut passer par le représentant légal? Encore faut-il qu'il soit désigné. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tous les éléments de réponse, donc je laisserai mes collègues ou d'autres personnes dans la salle confirmer ou compléter. Par rapport à l'aspect, effectivement, RATD, et le fait est de signer toute la prescription, ce n'est pas l'objectif, en fait, vu qu'on sort du cadre protocolaire. Et donc là, je pense qu'il faut que nos outils techniques évoluent. Clairement, pour qu'on ait la possibilité, à travers une ligne de prescription, dans le cadre de ce protocole de renouvellement, de pouvoir signer effectivement la modification telle qu'elle a été validée dans le protocole. Ça, c'est un élément. Par rapport à la deuxième question qui est sur l'accord du patient. L'information du patient. Alors la psychiatrie, moi je connais pas bien, je connais la gériatrie, donc où aussi on peut extrapoler. Il y a dans le cas de protocole que je connais, qui est en cours qui a été validé par l'établissement et qui va remonter, on va dire, au niveau région. L'information a été assez simple, j'oserais dire, avec une mention, par contre explicite, dans le livret d'accueil du patient. Voilà. Est-ce que ça suffit ou pas? Là, je n'ai pas les compétences réglementaires pour vous répondre avec certitude, mais il me semble qu'en tout cas, si le livret est remis au patient, qu'on est certain qu'il l'ait eu déjà, qu'il ait aussi une explication orale par l'équipe de soins au sens large, ça peut certainement tout à fait répondre à cette notion d'information. Merci. Il y a une autre question, mais effectivement, je pense que c'est ce qu'on fait par exemple pour la recherche clinique beaucoup, où il y a aussi ces questions réglementaires. Acceptez-vous de rentrer où on a besoin d'avoir l'autorisation? À vous. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour, Géraldine Oudou, pharmacien dans un centre de dialyse. Bonjour, docteur Ducret. J'avais une question sur le contact pharmacien-patient. Parce que dans notre exercice, une PUI à Lyon, 19 sites dans tout Rhône-Alpes, on voit clairement quasiment jamais les patients, sauf sur notre site de Lyon. Donc c'est forcément une difficulté pour le contact, même si on fait de la pharmacie clinique, mais toujours à distance. Je pense aussi aux HAD, où on a peut-être la même chose, on a des patients à domicile également. Donc est-ce que ce contact physique
pharmacien-patient est indispensable pour la réalisation de ces missions. Et je complète parce que c'est une question qui, à mon avis, pouvait venir. C'était dans la description que faisait Christelle Mouchou des activités de pharmacie clinique. C'est est-ce qu'il faut toutes ces activités de pharmacie clinique, voilà, ou un morceau du dispositif? Alors, par rapport au contact patient, je vais vous répondre ma vision SFPC et ma vision pharmacien si je venais à devoir signer une prescription dans le cadre de ce protocole. Je pense que voir le patient, c'est une énorme plus-value. Je mets du côté les possibilités RH, techniques, voilà, je sais, j'entends tout ça et on en est, nous également, victimes de ces difficultés. Clairement, l'idée d'avoir mis certaines activités de pharmacie clinique qui sont des préambules à la réalisation de cette démarche de renouvellement et d'adaptation des prescriptions, c'est avec la volonté forte que ce ne soit pas une activité faite à droite, à gauche, au coin d'une table ou autre, d'intervenir dans une démarche d'expertise avec une vraie plus-value par rapport à l'activité, bien sûr, médicale, mais l'activité des autres professionnels dans notre champ d'expertise qui est le médicament. Et donc, moi, je pense qu'on ne peut pas faire sans contact avec le patient pour prendre en compte ses besoins, pour prendre en compte comment réellement il gère ses traitements, voilà, pour avoir un échange global sur sa prise en charge et sur sa prise en charge et comment lui gère ses traitements pour réfléchir au mieux à la stratégie thérapeutique. Donc, et dans l'expertise pharmaceutique clinique, il y a de la dans le bilan de médication, il y a la conciliation médicamenteuse, il y a l'expertise pharmaceutique clinique, qui est vraiment une approche holistique du patient, et c'est comme ça qu'on l'a réfléchi. Et pour avoir une approche holistique, à mon avis, il faut échanger avec son patient. Donc je sais que ce que je vous dis va pas aider à déployer les protocoles et cette démarche, parce qu'il y a le contexte RH qui fait qu'on ne peut pas voir tous les patients. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça doit rester des patients définis, particuliers, dans un parcours de pharmacie clinique où il y a une réelle plus-value de ce travail collaboratif. Et l'autre question, c'était l'addition. Non, ce n'est pas l'addition des activités de pharmacie clinique, sinon on ne s'en sortirait pas. C'est parmi les 5 activités que j'ai citées, que le patient puisse bénéficier d'une de ces activités, qu'elle soit tracée, permettant ainsi de pouvoir bénéficier, s'il y a un protocole d'adaptation et de renouvellement, de cette possibilité. Justement, je crois que c'est dans la petite enquête, dans l'enquête que vous avez réalisée, les médecins disaient ça serait bien que le pharmacien fasse effectivement cette adaptation suite à une étape de conciliation. Est-ce qu'on peut faire ce... En fait, la conciliation en tant que telle, non. Je vais être contrariante, je suis désolée. Mais non. Très bien de le préciser, je pense. Voilà, puisque la conciliation en tant que telle n'est pas listée dans ce fameux Code de la santé publique, mais pour autant, la conciliation couplée à une expertise pharmaceutique clinique va aboutir à la construction de ce qu'on appelle un bilan de médication qui, lui, va permettre la réalisation potentielle de cette mission de renouvellement et d'adaptation des prescriptions. Et je voulais peut-être apporter un complément de la vision, se dire les activités de pharmacie clinique autres que le renouvellement et l'adaptation restent toujours. Donc notamment, parce que c'est une base de départ, la formulation d'interventions pharmaceutiques sur de l'analyse pharmaceutique, même si effectivement on n'utilise plus le vocable des différents niveaux, mais d'avoir la possibilité de faire une analyse de prescription à distance avec un certain nombre d'éléments et de formuler une intervention pharmaceutique. Ça existe toujours et c'est aussi des dispositifs qui permettent de sécuriser la prise en charge thérapeutique du patient. Et je pense que Pierrick, tu as tout à fait raison de le préciser, ça ne supplée pas d'autres choses. C'est une continuité de choses qui sont déjà mises en place pour aller plus loin. Mais déjà, de déployer de la conciliation, de déployer de l'analyse pharmaceutique ou autre, des entretiens pharmaceutiques, voilà, différentes activités pharmaceutiques cliniques, c'est déjà super, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une continuité. Il y a plusieurs questions. Donc Jérôme.
Jérôme Tavernier, de l'hôpital de Vichy. Dans le partenariat nominatif pour les protocoles, j'arrive à comprendre qu'on mette un nom de pharmacien parce que c'est le pharmacien qui se spécialise en gros dans un service et qui a la connaissance soit de néphrose, soit de gériatrie. Il ne peut pas tout faire et il ne peut pas être remplacé par n'importe qui. Par contre, la notion de nominatif pour le médecin qui accepte ou non, on ne va pas gérer un service et donc pour un patient dans un même service, pour la même situation clinique, on va avoir le droit de modifier la prescription ou non en fonction de qui a fait l'initiation? Alors ça, on en discutait justement pendant qu'on attendait que la session d'avant finisse. Et là, j'avoue que je n'ai pas tous les éléments de réponse, puisque je ne sais pas la granulométrie du médecin qui va être dans cette démarche protocolaire. Parce que dans un service, effectivement, il y a un chef de service, il y a éventuellement des responsables du F. Et donc là, j'avoue, moi, je ne sais pas, pour ma part, je suis pour l'instant pas engagée dans une démarche de réalisation et de mise en œuvre de ce protocole. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas quelle est la granulométrie médicale qu'il faut préciser, puisque autour d'un patient, dans un service, il y a plusieurs médecins qui peuvent intervenir sur la prescription. Donc ça, j'avoue, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est certainement le chef de service qui impulse une dynamique et qui voit avec ses collègues de l'équipe. Mais on va dire, je pense que c'est des choses qui mériteront d'être confirmées, peut-être. Juste pour compléter, actuellement, les textes sont ainsi faits que les médecins doivent déclarer lors de la déclaration du protocole. Les médecins doivent se déclarer nominativement comme étant concernés par le protocole, engagés dans le protocole. Donc, effectivement, ça peut être un petit obstacle parce qu'on se dit comment fait-on au niveau d'un service, voire d'un établissement. Mais c'est parce qu'on est effectivement dans une démarche collaborative. Et s'il n'y a pas effectivement de dynamisme au niveau de l'ensemble des médecins, c'est sûrement plus simple au niveau, par exemple, d'un service, d'une unité, mais ou d'une spécialité. Mais en tout cas, on est dans ce contexte-là. On n'est pas dans quelque chose qui est sporadique, au bon vouloir d'eux, et il y a une démarche collective qui est un peu plus exigeante. Je crois que donc il y avait une question en haut, Karine. C'était pour rebondir donc sur la remarque du multisite en fait et de la proximité avec les patients. On a quand même une dynamique de plus en plus sur des regroupements de PUI, des PUI de territoire. Donc la proximité avec le patient et je ne vais pas dire qu'elle s'éloigne, mais en tout cas on peut en avoir peur de cet éloignement. On évoque aussi, en lien avec la précédente plénière, le précédent sujet, la téléexpertise. Est-ce que le contact virtuel avec le patient pourrait être un palliatif à cet éloignement? Quid de la téléexpertise pharmaceutique? Je crois qu'il y a quelques expériences de pharmaciens qui l'ont déployée en PUI. Personnellement, je n'ai pas eu de retour d'expérience concret et explicatif. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qui a déjà été mis en œuvre? Si oui, est-ce que c'est exploitable? Je me permets un commentaire pour tous. Télésoins, dans télésoins, il y a soins. Et après, il y a télé. Donc, c'est aussi qu'on est bien en tête, et c'est pour ça fait vraiment le lien avec la présentation de Xavier Vitry avant. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ait bien en tête aussi dans les histoires de distance ou pas. On ne numérise pas des choses qui n'existent pas de façon non numérisée dans la relation du soin, en tout cas. C'est une facilitation. Je ne sais pas si des membres du panel veulent répondre sur ce point-là ou... En tout cas, c'est un des sujets, effectivement. Voilà. Il y avait un des points qui était mentionné dans l'enquête, c'était la question de l'ordonnance de sortie. Vous avez dit, c'est peut-être qu'on y a beaucoup travaillé. Moi, en fait, en vous écoutant, on dit, tiens, ça fait écho à ce que Florence Duruc présentait tout à l'heure, et à l'enjeu d'avoir des prescriptions de sortie de l'hôpital qui soient, je le dis pour moi, conformes et qui permettent effectivement au patient de continuer son parcours de soins. Donc... on peut penser que c'est aussi un des enjeux importants pour fluidifier le parcours du patient.
que si dans la continuité de l'activité de pharmacie clinique, il y a la possibilité de fluidifier et de faire que derrière, il y ait une prescription qui soit au-delà du réglementaire, mais intelligible et qui permette au pharmacien de faire son travail de sécurisation en ambulatoire. C'est sans doute une des pistes aussi. Je ne sais pas si ceux qui ont des dispositifs, c'est quelque chose qui est intégré ou pas dans les 6 ou 7 qui mentionnaient. Comme on ne vous connaît pas, dites-nous. C'était des projets, je pense. C'était encore au stade de Vivre projet. heureux, vivons cachés, c'est ça? J'ai une question là sur le chat. N'arrive-t-on pas un peu tard par rapport aux IPA? Quelle plus-value ou quelle spécificité du pharmacien par rapport aux missions de ces IPA en termes de prescription? Je sais pas, est-ce qu'on arrive un peu tard? Je sais pas, on refera pas l'histoire de toute façon. Moi, je suis toujours persuadée qu'au sein d'une équipe de soins, on a tous à apporter quelque chose. Et donc, dans le parcours patient, c'est pareil. Donc, alors, je ne vais pas vraiment répondre à la question, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, et qu'il y a de la place à toutes les expertises, et que nous, pharmaciens, il ne faut quand même pas oublier qu'on est des experts des produits de santé, et qu'il faut quand même... Bien évidemment, les IPA vont pouvoir avoir des missions sur les produits de santé, mais il faut aussi que nous, pharmaciens, on prenne notre place par rapport à ces missions. Donc moi, je suis persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, et que il faut collectivement, de façon collaborative, définir ce que peut faire une IPA dans un parcours patient, ce que, bien évidemment, va apporter le médecin, ce que vont apporter, je sais pas, une infirmière de coordination s'il y en a une, les pharmaciens, etc. Donc, on a tous notre place. Donc, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, en fait. Oui, pour rebondir, je suis tout à fait d'accord avec Christelle. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Après, aussi sur l'écologie locale, ça dépend comment vous travaillez, comment c'est dans votre établissement, si vous êtes à l'échelle d'un service, si vous avez des internes, des IPA, comment votre IPA est positionné si vous en avez, est-ce que vous avez des internes ou pas, des docteurs juniors, des assistants. Donc, ça, en fait, c'est trouver sa formule. Et je pense que chaque formule sera différente d'un endroit à un autre selon, effectivement, l'écologie, comment ça se passe chez vous et qui sont déjà les intervenants, les acteurs, et peut-être où sont les points peut-être de blocage et d'amélioration, et aller peut-être dans ce sens-là, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est reproductible de la même façon partout. Donc, c'est construire le protocole avec les acteurs de terrain, et que ce soit quelque chose qui soit pertinent dans le parcours du patient, et qui soit intéressant pour tout le monde, surtout. Ce que vous mentionnez, c'est une opportunité qui est donnée de poursuivre le développement. Et en voyant cette situation, ça me fait un peu penser à ce qu'on a vécu avec la prescription informatisée dans les hôpitaux. Je le disais là souvent, nous on dit que c'était un pied dans la porte pour faire de la pharmacie clinique. Peut-être que là, on est aussi sur un dispositif qui permet de conforter et de continuer à développer des activités de pharmacie clinique. C'est une opportunité donnée pour continuer à développer le modèle. Et comme vous l'avez bien dit, il n'y a rien d'obligatoire. C'est de s'adapter pour le parcours du patient et notamment pour la ville. Une toute dernière question, s'il y a. Alors je crois qu'on on en avait encore une. Le pharmacien qui va renouveler, adapter, est-ce qu'il peut faire à la fois renouveler, adapter et à la fois dispenser? Vous aurez compris que je m'y attendais. On sera intéressé d'avoir l'avis de l'ordre aussi. Ah oui, oui, l'avis de l'ordre aussi. Alors moi, je vais donner l'avis plutôt SFPC, puisque c'est vrai que si on raisonne un peu sémantique, dispensation, c'est analyse d'ordonnance et délivrance et conseil éventuel. Et donc, c'est cette analyse d'ordonnance et cette dispensation, finalement, n'est déjà pas un acte listé dans les actes préalables nécessaires à la réalisation de renouvellement et d'adaptation des prescriptions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la rédaction des bonnes pratiques de pharmacie clinique, on a précisé qu'effectivement, on devait
pouvoir conserver une notion de double contrôle, et donc avec un pharmacien dispensateur qui doit être, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais au vu des préconisations et des recommandations de bonne pratique, être différent de celui qui va réaliser le renouvellement et l'adaptation des prescriptions pour sécuriser ce circuit. Mais on est dans une démarche de qualité et de sécurisation de notre circuit. C'est peut-être pas si mal l'ordonnance de sortie finalement alors. Alors la position de l'ordre, on reste sur 2 actes pharmaceutiques, donc en théorie on devrait pouvoir faire les deux. Et je vous rejoins, le dispensateur doit être différent pour ce double contrôle. Néanmoins, il faut aussi prendre peut-être la problématique des ressources humaines, les organisations, les choses comme ça. Il n'y a pas de choses bien codifiées là-dessus. Les 2 restent un acte pharmaceutique pouvant être réalisé par un pharmacien. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour cet éclairage. Il nous reste à remercier effectivement tous les intervenants pour leur participation, et j'espère que ça nous a permis, mais j'en suis à peu près sûr, de nous éclairer sur cette nouvelle mission. De toute façon, on continuera à travailler dessus. Karine a parlé du groupe régional de pharmacie clinique. On va essayer de voir comment on peut le monter naturellement avec vous, avec les experts, pour justement être en appui des établissements qui souhaitent développer ce type de protocole. Donc on reste à votre disposition et on vous informera dessus. Voilà. Je pense qu'on peut clore cette plénière et remercier encore tous les intervenants. On